Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 24 janvier 2019. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, partenariat entre les télévisions communautaires CJSR, CCAP.tv et la MRC de la Jacques-Cartier. Fin de semaine glaciale sur le bord et sur le fleuve au quai de Portneuf. La Fondation d'aide aux sports amateurs de Portneuf débute son année de financement avec au moins 30 000 $. Année record pour le parc industriel numéro 2 à Saint-Raymond. Nous en parlons avec le commissaire industriel Richard Saint-Pierre. Le député Vincent Caron et son équipe inaugurent leurs locaux à Saint-Raymond. Semaine de prévention du suicide, spectacle bénéfice à venir dans Portneuf. On en parle avec Karine Saint-Arnaud. Et des activités culturelles à venir dans Portneuf-Jacques-Cartier avec David Alexandre. Bonne émission. D'abord, faisons le point sur l'état de la rivière Sainte-Anne en ce jeudi 24 janvier au centre-ville de Saint-Raymond. Les travaux de l'appel Araignée qui ont débuté le vendredi 18 janvier dernier avec un arrêt samedi et dimanche auront permis jusqu'à maintenant de diminuer de près de 2 pieds le niveau d'eau de la rivière au centre-ville. Les travaux ont été suspendus samedi et dimanche dernier en raison des grands froids et se poursuivront ce vendredi 25 janvier. Le but est de briser le couvert de glace jusqu'à la hauteur de l'avenue Sainte-Anne. On espère ainsi baisser le niveau de la rivière au centre-ville et celui de la nappe phréatique. On estime que la pluie aujourd'hui aura peu d'impact sur la rivière. Soulignons que la circulation sur la rivière du pont de fer au pont Chalifour demeure interdite aux motoneigistes par mesure de sécurité. Petit retour sur la séance publique du Conseil des maires de la MRC de Portneuf qui se tenait ce mercredi soir, 23 janvier, à Cap-Santé. Parmi les sujets abordés, notons que le programme des cadets de la Sûreté du Québec est reconduit dans Portneuf pour 2019. 2 cadets policiers entreprendront une expérience de travail dans 6 municipalités. Deschambault-Grondines, Neuville, Pont-Rouge, Portneuf, Sainte-Christine d'Auvergne et Saint-Raymond. Ces 6 municipalités se diviseront la facture de 10 000 $. Les 2 cadets policiers devront cumuler chacun 400 heures de travail en étroite collaboration avec les directions générales des municipalités participantes. Le cadet policier est en soutien aux opérations policières, notamment lors d'événements sportifs, culturels ou populaires. Un petit rappel, depuis le 3 janvier dernier, la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf est devenue propriétaire à 100% de tous les actifs de l'écocentre de Neuville. L'écocentre de Neuville et ses opérations de triage étaient l'œuvre de l'entreprise Godreau Environnement depuis une dizaine d'années. Le décès de l'actionnaire principal l'an dernier a changé la donne pour l'entreprise et l'entente avec la Régie devait se terminer en 2021.
La Régie a donc procédé à l'acquisition des équipements pour la somme de 225 000 $ et pris en charge les opérations de triage. La Régie procède à la mise à niveau des équipements pour maintenir et améliorer les services aux citoyens et aux commerçants. Quelques centaines de milliers de dollars seront investis en 2019. Rappelons que toutes les matières récupérées dans les écocentres satellites du territoire se retrouvent à Neuville. Et mentionnons que la MRC de Portneuf vient de procéder à l'embauche d'une nouvelle agente de communication. Marie-Ève Côté débutera son mandat au début du mois de mars prochain. La direction de votre télévision communautaire autonome, CJSR, qui est télédiffusée par le câblo-distributeur Derry Télécom, la direction de la télévision CCAP.TV du câblo-distributeur qui dessert une partie de la MRC de la Jacques-Cartier ont convenu et annoncé officiellement ce mardi matin une entente de partenariat pour la diffusion de différentes productions réalisées par les deux médias et la MRC. CJSR s'est engagé à diffuser certaines émissions produites par CCAP.TV et vice-versa. La télévision CCAP.TV diffuse et diffusera certaines émissions produites par CJSR, dont votre émission actuelle, Info CJSR. On souhaite ainsi élargir la visibilité de la Jacques-Cartier et par le fait même Portneuf et développer chez la population le réflexe de consulter la programmation des deux télévisions locales. Écoutons le préfet de la MRC de la Jacques-Cartier et maire de Lac-Beauport, Michel Beaulieu. Grâce à ces deux télés communautaires-là et ce partenariat avec la MRC de la Jacques-Cartier, on va pouvoir découvrir notre région, nos événements, en connaître davantage surtout. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Puis moi, je voudrais vous remercier, comme préfet de la MRC, de nous permettre cette diffusion locale-là grâce à vos antennes respectives. Et je pense que la population va être gagnante à tout point de vue. Nous avons trois courtes entrevues à vous proposer. Tout d'abord, écoutons le directeur général de la câblo-distribution du câblo-distributeur CCAP, qui signifie Coopérative de câblo-distribution de l'arrière-pays, M. Stéphane Arsenault. Monsieur Arsenault, vous êtes directeur général de la CCAP. En fait, c'est un câblo-distributeur dans la Jacques-Cartier. Parlez-nous un peu de la coopérative. Ça fait longtemps que ça existe? La CCAP existe depuis plus de 35 ans aujourd'hui. C'est une coopérative de consommateurs. Alors, on offre nos services dans la région nord, les municipalités nord de la région de Québec, la ville de Québec. Donc, on parle de Lac-Beauport, Stoneham, Sainte-Brigitte, le nord de Charlebourg, Lac-Saint-Charles. Et c'est ça. Et, vous avez la télévision, en fait, c'est plus jeune. Oui, CCAP TV, on a une nouvelle mouture qui existe depuis à peu près 6 ans aujourd'hui, qui est née d'une obligation gouvernementale du CRTC, obligeant les câblo-distributeurs comme nous à investir soit dans une télé locale ou à transmettre l'argent dans un fonds national. Alors, le choix du conseil d'administration de la CCAP avait été à ce moment-là de reconstruire une télé communautaire ou une télé locale il y a à peu près 6 ans. OK. Et parlez-nous de la production, en fait. Qu'est-ce que vous produisez pour la télévision? En fait, on produit, c'est des émissions qui sont produites localement ou en échange, en partenariat avec d'autres télés locales ou communautaires du Québec. Et l'idée, c'est de faire rayonner la région, donner une voix aux gens pour qu'ils soient plus présents dans leur milieu. Puis, donc, c'est une façon d'être présent dans le milieu des gens, chez eux, dans leur maison, sur Internet aussi, et de couvrir un besoin qui n'est pas nécessairement couvert par les grands réseaux. On dessert des régions qui sont couvertes souvent quand il y a des problèmes ou des gros événements, exactement. Mais quand ça vient à la vie de tous les jours, il y a moins de présence des médias de masse. Alors, c'est une façon pour les gens d'avoir un mot à dire sur ce qu'ils vivent. Comment vous réussissez à vivre financièrement? Bien, la CCAP est quand même une entreprise d'envergure. Si on se compare à l'industrie de la câblo-distribution, on dessert un marché d'environ 20 000 maisons, ce qui nous donne un certain, si vous voulez, un certain poids financier, une certaine possibilité. Et on réussit à investir annuellement dans une télé locale pour
pour donner ces services-là à la communauté. Oui. Est-ce que vous avez le droit de passer la publicité ou il y a des restrictions, il y a des restrictions qu'il faut respecter. Il y a des règles à suivre là, on peut en faire un peu, mais pas trop. Il faut laisser la place au grand réseau. Mais quand même, c'est plus au niveau financier, c'est plus l'investissement que la coopérative fait dans sa propre télé locale. Oui, donc les gens peuvent devenir membres, en fait, du câbleau distributeur et de la télévision? Bien, par défaut, exactement. Ils sont d'abord membres du câbleau distributeur, puis là, ils ont accès au médium télévisuel de ccap.tv. Mais on diffuse également sur le web via notre site web et sur les réseaux sociaux. Donc, on ouvre, si vous voulez, la possibilité aux gens de toutes les municipalités de la MRC, de la Jacques-Cartier, d'avoir accès à nos émissions via le web. Mais aujourd'hui, avec un partenariat comme celui qu'on signe aujourd'hui avec CJSR et la MRC, ça nous permet aussi de diffuser nos propres émissions et vice-versa, CJSR chez nous, sur nos propres médiums télévisuels câblés, si vous voulez. Oui. Comment vous voyez maintenant l'avenir ou le développement d'un câbleau distributeur comme le vôtre et la télévision? Je pense que c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui. C'est des partenariats comme ça qui nous permettent de se renforcer, d'avoir une meilleure présence à gauche puis à droite, un peu partout sur le territoire. Je pense que c'est pas en restant chacun chez soi qu'on va être capable de survivre, là. Les petits joueurs ont de la difficulté à se faire connaître et c'est via des partenariats comme ça qu'on réussit à aller chercher une meilleure visibilité. Oui, parce que vous avez choisi, en fait, de faire appel à des firmes externes de production, en fait. Exact. Pour la production, quand on a recréé notre CCAP TV, disons, il y a à peu près 6 ans, on a choisi un mode de fonctionnement un peu différent, c'est-à-dire que toute la production est faite à l'externe, c'est fait également avec une coopérative, en grande majorité. Alors, ça nous permet de nous délaisser ou départir, si vous voulez, de la question de la production et de nous consacrer sur ce qu'on est fort, c'est-à-dire la diffusion, la gestion de notre réseau de câbleau distribution. Oui. Est-ce que vous êtes ouvert aussi à d'autres producteurs, oui, si des gens étaient intéressés? Absolument. On essaie de favoriser les producteurs locaux. Ça fait partie aussi de notre mandat. Oui. Mais clairement, ce qu'on veut, c'est le meilleur produit possible pour nos auditeurs et nos clients. Oui, on peut parler de combien d'heures de diffusion à peu près par semaine? C'est une excellente question. C'est une dizaine d'heures de production par semaine, peut-être, tout dépendant de la période de l'année. Oui. Mais on réussit à faire beaucoup d'échanges avec d'autres télés locales qui nous permettent de donner un peu plus de contenu. Parce que comme des raisons, la production, c'est dispendieux, alors il faut faire avec les moyens. Mais comme je disais tout à l'heure, le fait de participer ou d'échanger avec d'autres télés, ça nous aide à avoir un certain contenu intéressant. Oui. Monsieur Arsenault, merci beaucoup. Merci à vous, au plaisir. D'ailleurs, écoutons une entrevue que nous a accordée Mélissa Paquette, animatrice pour la coopérative de travailleurs, les productions 4 éléments, fournisseur majeur pour la télé ccap.tv et qui œuvre dans le secteur de la production vidéo depuis 2006. Les bureaux, les équipements et les plateaux de tournage de la coopérative sont situés dans le même bâtiment que le câbleau distributeur et la télé CCAP sur le boulevard Henri Bourassa à Québec. Bonjour. Mélissa, parle-nous de ton rôle, en fait, aux productions 4 éléments, en fait. Oui, en fait, moi, je travaille pour ccap.tv, mais par le biais d'une association qui s'est faite entre Production 4 éléments qui crée les productions, une partie des productions qui sont diffusées à ccap.tv. Donc, moi, dans la coopérative Production 4 éléments, je suis animatrice et c'est la raison qui m'a amenée à être animatrice pour ccap.tv, entre autres pour l'émission Phare Vue d'ici, où on réalise plusieurs reportages par semaine, 3 reportages par semaine sur le territoire pour faire voir les événements qui se passent ici. Comment vous choisissez vos événements? En fait, au début, quand ça a commencé, moi, quand j'étais là il y a déjà 4 ans, on devait choisir, fouiller les événements. Maintenant, je dois dire qu'on a plusieurs suggestions des gens sur le territoire qui nous appellent pour qu'on puisse couvrir leurs événements. Puis par rapport à l'intérêt qu'on a envers un événement ou encore son envergure, on le choisit ainsi. Est-ce que vous touchez à la politique ou généraliste, en fait? On se concentre davantage peut-être sur les événements sportifs, culturels, parce que la municipalité, entre autres, de Lac-Beauport, puis le terrain de Stoneham est vraiment axé sur le sport, sur la culture. Cependant, on essaie d'intégrer un peu plus de politique dans nos reportages pour pouvoir parler des enjeux des différentes municipalités qui touchent notre territoire.
Parlons de votre équipe, vous êtes plusieurs? Oui, on est plusieurs. Comme je vous disais, Production 4 éléments fait la production des émissions pour CCAP.tv, donc on peut compter sur une équipe de caméramans, de personnes qui s'occupent du son, mais aussi sur une tonne d'animateurs. Donc moi, je suis animatrice pour Vue d'ici, mais on a d'autres émissions dans lesquelles on retrouve entre autres Mégane Labrec, il y a aussi Rosalie Lapointe, Marie-Frédérique Michaud, sans oublier notre deuxième animateur vedette, si on veut, Francis Duperron, qui lui travaille justement sur une mission qui traite davantage d'enjeux. Parlons-en. Vous traitez exclusivement le territoire de couverture du câbleau distributeur? Bien, pour le moment, on se concentre sur notre territoire. Cependant, avec le nouveau partenariat, on peut penser qu'on va aller à différents événements qui vont toucher un peu plus la MRC de la Jacques-Cartier quand ça va être possible. Cependant, on se concentre évidemment sur les événements qui se déroulent ici parce qu'on en a une tonne. Oui. Et les productions 4 éléments, c'est une coopérative de travailleurs. Oui, exactement. On fait de la production vidéo. Donc, comme je vous mentionnais, un de nos gros clients, c'est CCAP.tv, pour lequel on fait plusieurs productions vidéo, mais on travaille aussi sur de la production télévisuelle pour Ma TV. Entre autres, on a fait un grand projet. On fait des publicités, des vidéos corporatives, puis on offre aussi un service de narration. Quels sont les avantages, en fait, d'une coopérative de travailleurs? Bien, il faut dire que le domaine de la télévision, autant dans le son que dans l'animation ou encore pour les caméramans, c'est instable à titre de pigiste. Donc, de pouvoir travailler pour une coopérative de travailleurs qui se concentre sur les mêmes personnes, sur le même personnel pour offrir du travail, ça peut permettre pour certains un meilleur avantage, d'avoir plus d'heures de travail. Ça permet aussi de travailler en équipe, de créer un sentiment peut-être un peu familial avec les autres membres. Je pense que c'est les avantages qui poussent les membres de Production 4 éléments à rester dans la coopérative. Est-ce que d'autres personnes pourraient entrer membres aussi? Oui, c'est sûr qu'il y a un processus, évidemment, pour pouvoir intégrer la coopérative. Pour le moment, on est simplement des gens qui peuvent travailler au sein de celle-ci. Je ne sais pas c'est quoi la vision pour le reste, mais peut-être qu'un jour, des personnes pourront venir contribuer à la coopérative à leur façon. Merci, Mélissa. Merci. La MRC de la Jacques-Cartier est composée de 9 municipalités: Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, Fossambeau-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph, Shannon, Lac-de-Lage et Sainte-Brigitte-de-Laval, et les municipalités de Saint-Gabriel de Valcartier, Lac-Beauport et Stoneham-Tewksbury. La région de la Jacques-Cartier compte au total quelques 45 000 résidents. Écoutons maintenant une entrevue que nous a accordée le préfet et maire de Lac-Beauport, Michel Beaulieu. Beaulieu. Bonjour. Monsieur Beaulieu, aujourd'hui même, une signature entre deux télévisions communautaires, en fait, de la Jacques-Cartier et dans Portneuf. Quelle importance vous accordez justement comme préfet et maire de la télévision communautaire ou locale dans une région? C'est super important, de développer le réflexe naturel de regarder nos télés communautaires. C'est super important parce que les médias traditionnels, appelons-le nos grands médias, ne couvrent pas nos régions adéquatement, évidemment, parce qu'on est un peu plus loin. La Couronne Nord, le Croissant Vert de Québec, qu'on appelle bien la MRC de la Jacques-Cartier, est souvent hors territoire pour les grands médias. Et la télévision locale est de plus en plus importante. Vous avez maintenant des bulletins d'information, vous avez des tribunes web, on peut vous voir sur YouTube également, sur Facebook, et on peut enfin informer les gens sur ce que nous sommes comme région et aussi sur les événements qui ont lieu dans notre vaste territoire. Oui. Quelle aide vous apportez justement à ces câbleaux distributeurs? Bien, en fait, c'est un aide de contenu. Hein? On avait du contenu, on produit certaines choses, nous autres, audiovisuels. Et on a le contenu. Puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient prêts, avec leur fenêtre de diffusion, de collaborer à diffuser ce contenu-là qui est important. Donc, l'aide, dans le fond, c'est un partenariat de contenu et de dire aux télévisions locales qui nous ont ouvert les bras très grand, de dire, bien, on a du contenu, on peut-tu travailler ensemble pour le diffuser adéquatement? Et tout le monde, d'entrée de jeu, a dit oui. Et grâce à la CCAP.tv et CJSR, là, on aura maintenant une diffusion locale d'informations et de contenu qui touche l'ensemble de notre MRC, là, rappelons-le, là, qui s'étend de Sainte-Brigitte-de-Laval jusqu'à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Oui, c'est un grand territoire. Vos collègues maires, vous êtes maire de Lac-Beauport, vos collègues maires de la MRC sont aussi de cet avis? Ouais? Bien, tout à fait. Écoutez, comme conseil des maires, on est 9 municipalités touchées et c'est toujours unanime, là. L'importance que vous avez maintenant dans nos régions, on vous voit partout lorsqu'il y a des événements, vous êtes présents et je pense que pour tous les maires de la MRC, là, c'est avec joie qu'on attendait, mais qu'on souligne aujourd'hui, là, ce grand partenariat. Oui.
profitons de l'occasion pour parler un peu des enjeux dans la MRC de la Jacques-Cartier. Où vous en êtes justement? Quels sont les principaux enjeux en 2019? Bien, écoutez, nous autres, c'est de toujours rester le pôle, le plus grand terrain de jeu de la région de Québec. On se définit comme ça tout le temps. Donc, évidemment, là, d'attirer encore une fois un grand nombre de touristes dans notre industrie touristique. Nous autres, on est quand même très fort, là, très bien nantis, tant au niveau là, du hôtelier et aussi avec toutes les attractions que nous avons, notamment avec le village vacances et en fait les patinoires extérieures. On est vraiment un terrain de jeu grandiose et spectaculaire. C'est pas un grand enjeu problématique, au contraire, ce n'est que des bonnes nouvelles. On a des enjeux aussi de développement, d'aménagement du territoire, comme tout le monde. Ouais. On est en train de régler tous nos problèmes avec la communauté métropolitaine, notamment en raison du règlement de contrôle intérimaire 2016 qui avait pénalisé 4 municipalités dans son aménagement de territoire. On est en train de régler ça. C'est un bel enjeu qui va se régler prochainement, espérons-le. Ouais. Et les enjeux de développement économique aussi, d'être capable là, de bien répondre à la population sans cesse croissante de Couronne-Nord. Donc, le développement économique attribué au tourisme là, sont pour nous là, des volets très importants pour l'instant. Le transport aussi, j'imagine le transport collectif. Le transport collectif, on en parle beaucoup. On est très confiant là, du nouveau projet majeur qui va avoir lieu dans la région de Québec, le projet structurant. On veut bien s'intégrer à eux. On a ouvert nos portes également à tout le monde. On a rencontré les députés ministres dernièrement de la région de Québec. On est vraiment un pôle important maintenant en transport collectif. On l'a démontré. Nos augmentations sont sans cesse constantes d'année en année et on veut vraiment sensibiliser le gouvernement à avoir un peu plus d'argent pour donner adéquatement le service là, qui est en demande de plus en plus. Là. Oui, revenons un peu sur l'aménagement du territoire, le développement en fait. Où vous en êtes au niveau résidentiel, agroforestier? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de développement à faire? Bien, il faut comprendre que la MRC est différente à tous ces aspects. Donc, les 9 municipalités n'ont pas les mêmes objectifs de développement. Donc, on a un respect mutuel de développement. On peut voir certaines municipalités qui ont des prévisions, des visions différentes en matière de développement et d'aménagement de leur territoire, notamment pour le domiciliaire et d'attirer le plus de familles possible. Il y a des municipalités qui sont plus en mode de freiner le développement pour que les infrastructures suivent la parade. Donc, on est très diversifié dans notre MRC. On en a pour tous les goûts, tous les âges, et c'est ce qui fait la beauté de notre MRC. Oui. Alors, M. Beaulieu, merci beaucoup. C'est avec grand plaisir. Écoutons maintenant une petite capsule promotionnelle soulignant le partenariat entre les deux télés et la MRC. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Vue d'ici. Ici Michel Beausoleil, voici votre téléjournal communautaire. Écoutez, c'est un événement qui est sur mesure pour la Coupe. Poursuivons dans la Jacques-Cartier. Le maire de Sainte-Catherine, Pierre Delbecq, a dévoilé lundi soir dernier le budget de fonctionnement pour l'année 2019 qui s'élève à 13 763 545 $, 872 000 de plus qu'en 2018, équivalent à 6,77 %. Les dépenses ou les charges ont été estimées à 11 423 808 $, une variation de 711 229 ou 6,64 % par rapport à l'an passé. Dans ce budget, la municipalité a choisi de rembourser 2 275 909 $ en capital sur la dette. L'année 2019 marque pour Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier la première année d'application du rôle triennal d'évaluation. La valeur moyenne d'une résidence unifamiliale est passée de 259 713 à 269 895 $, une augmentation de 3,92 %. Pour l'ensemble du rôle, la variation moyenne est de 4,4 %. Seul le tarif pour les matières résiduelles augmente de 3 $. Tous les autres tarifs demeurent les mêmes. En tenant compte des taxes spéciales de bassin en aqueduc et égouts, la hausse du compte de taxes d'une résidence moyenne construite en bordure d'une rue desservie par les services d'aqueduc et d'égouts sera de 82,61
$1,251 ou 2,96 % pour un compte de taxe moyen de 2 875 $. La hausse du compte de taxe d'une résidence moyenne qui n'est pas desservie par les réseaux d'aqueduc et d'égouts sera de 68,11 $ ou 2,89 % pour un compte de taxe moyen de 2 422 $. D'importants travaux d'infrastructure sur la route de la Jacques-Cartier entre les rues de Lossemonde et Vanier sont prévus en 2019 en collaboration avec le ministère des Transports. 1 200 000 $ sont prévus pour prolonger l'avenue des Catherines. On souhaite notamment construire un complexe d'habitation pour personnes âgées. On prévoit sous peu inaugurer la nouvelle bibliothèque Anne Hébert, rattachée à l'école des explorateurs, en plus de compléter la construction d'un 5e étang aéré pour le traitement des eaux usées. La Corporation de développement de Saint-Raymond présente un bilan record de développement du parc industriel numéro 2 de Saint-Raymond en 2018. Plus de 577 000 pieds carrés de terrain ont été vendus à 5 acquéreurs au cours des 12 derniers mois. Pour nous en parler, nous accueillons le commissaire industriel Richard Saint-Pierre. Bonsoir, M. Saint-Pierre. Bonsoir, M. Beausoleil. Bienvenue dans nos studios. On n'avait pas terminé, en fait, le bilan lors de notre dernière intervention. Année record, 577 000 pieds carrés, c'est beaucoup quand même? C'est beaucoup, plus d'un demi-million de pieds carrés. J'en suis très satisfait. C'était ma première année à titre de commissaire industriel. Alors là, on connaît l'objectif des élus municipaux, des administrateurs de la corporation, qui, avec mon embauche, l'objectif était de redynamiser finalement le développement du parc industriel numéro 2. Alors, dans ce sens-là, déjà pas une première année, on peut se dire mission accomplie. Oui. Alors, parlons justement des entreprises qui se sont installées. Oui, bien en fait, il y a eu Charpente-Montmorency, via le programme de fonds d'implantation de la corporation. Alors, on connaît le secteur d'activité de Charpente, fabrication en bois massif, la mêlée collée, qui est une grande orientation pour elle, alors qui est en train de construire un bâtiment de 13 000 pieds carrés. Alors, c'est des beaux emplois, des emplois qui étaient présents à Saint-Raymond, quelques-uns qui vont être créés aussi, et des emplois de qualité. Il y a également aussi le groupe Océanar, qui est dans le domaine de la distribution de produits marins, poissons, fruits de mer, qui a construit là, son centre de distribution ici, qui dessert en fait tout l'est du Québec comme tel, au niveau des restaurants, au niveau des poissonneries. Alors, c'est un bâtiment de 8 000 pieds carrés. Alors, ça va entraîner la création de quelques emplois aussi. Et il y a également les entreprises Guémard, qui est dans le domaine de la fondation, de l'excavation, qui est dans le domaine des fosses septiques, qui est en train de finir la construction de son bâtiment. Et, dès l'été prochain, va s'ajouter comme tel Atelier Mécanex, qui est en provenance de Saint-Léonard, qui est dans le domaine de l'usinage, c'est un atelier d'usinage dans le domaine de reconditionnement de moteurs, fabrication de pièces de vilebrequin, etc. Et va s'ajouter également déménagement et pavage, deux missions un peu différentes. Pat Boy, qui est originaire de Pont-Rouge comme tel, qui va s'installer aussi là, dans un terrain au sud de la rue des Fosses. Okay. Alors, un bâtiment, ils ont acheté un bâtiment, ça va être un terrain d'environ 44 000 pieds carrés, un bâtiment d'un minimum de 4 000 pieds carrés. Alors, c'est des beaux emplois. On parle en tout, avec tous ces projets-là, on parle du maintien ou de la création d'environ 50 emplois, des emplois de qualité. Ouais. Et il y a Location Sauvageau qui a procédé aussi, d'autre part, à l'acquisition d'un terrain pour l'entreposage de véhicules. On sait que Location Sauvageau est un excellent citoyen corporatif sur la Côte-Joyeuse. Alors, ce faisant, on lui donnait les facilités là, par rapport au stockage des véhicules lorsque ça arrive des chantiers l'automne, pendant la période hivernale. Oui. Et rappelons aussi qu'en début d'année, ça avait bien commencé pour nous, pour moi, puisque on a reçu Fabrema. Fabrema, qui est une filiale du plus important producteur forestier privé au Québec, le groupe Remabec, qui se spécialise ici, la filiale Fabrema se spécialise dans le domaine de la fabrication d'équipements d'usines comme tel au niveau forestier. Alors, pour nous, on a fait une pierre deux coups. Outre le fait d'accueillir cette entreprise-là, ça a permis la vente du 145 rue de la Défense nationale, un bâtiment qui appartenait à la Corporation de développement via le fonds d'implantation depuis nombre d'années, qui était vacant depuis environ une quinzaine de mois. Donc, on a fait vraiment une pierre deux coups avec ça. Fort intéressant. Et ça a permis, tu sais, l'objectif souvent, on se dit, il y a des gens, des fois, des gens spécialisés qui travaillent parfois à Saint-Augustin, dans la région de Québec, tout ça, qui demeurent à Saint-Raymond, qui voyagent. Alors, le cas de Fabrema, notamment, est un beau cas pour illustrer le fait que ça a rapatrié des gens, de fait, qui demeurent à Saint-Raymond. Et leur qualité de vie s'en trouve augmentée aussi. Ouais. Quels sont les avantages pour ces entreprises de s'installer justement dans le parc numéro 2?
Bien, c'est sûr et certain que ça regroupe la vocation d'un parc industriel, c'est de recouper des entreprises à vocation industrielle, para-industrielle. Alors, c'est un bon voisinage pour eux. Évidemment, les avantages du parc industriel numéro 2, on les répète, de grands terrains, c'est 20 millions de pieds carrés, environ 14 millions qui est développable comme tel, environ 1 million de pieds carrés qui est développé, donc il reste encore de la place. Oui. Et on l'a toujours affirmé, dans la région de la capitale nationale, actuellement, c'est le parc industriel qui dispose de plus de terrains disponibles là, de façon continue, des excellentes capacités portantes au niveau des sols. On a fait aussi, une des initiatives qu'on a fait, qui est importante pour les acquéreurs d'un terrain dans le parc industriel, c'est qu'on a j'ai eu l'initiative de procéder à une caractérisation environnementale de phase 1 pour un grand sous-secteur du parc industriel. Alors, notre horizon de développement peut-être pour les 2 ou 3 prochaines années. Et du même coup, avec la même firme, c'était un coût très avantageux pour la ville de Saint-Raymond, on fait un rapport écologique aussi, une étude des milieux humides. Alors, pour déterminer, effectivement, est-ce qu'il y a des milieux humides, des cours d'eau, etc. La présomption était que non, mais le rapport le confirme. Alors, pour chaque entreprise qui s'implante, ça, c'est un bel atout, puisque l'ensemble, si on prend un terrain de 100 000 pieds carrés qu'une entreprise veut développer, alors, afin de répondre à ces exigences-là, ça lui coûte environ 3 500 à 4 000 ce qu'elle n'a pas à défrayer du fait de l'initiative qu'on a eue comme telle. Vous avez un partenariat pour la formation? Oui, avec le Cégep de Limoilou, j'ai amorcé ça au cours de l'année 2018. On a offert une première formation sur la supervision des équipes de travail. 5 entreprises y ont participé, 6 participants comme tel. C'était pas tellement nombreux, mais je veux dire, l'importance était là. Les gens ont beaucoup apprécié sur 2 jours différents. Ça les immobilise pas trop en dehors de l'entreprise. Alors, on va répéter l'expérience. On en a aussi au niveau de la productivité, etc. Alors, au cours de l'année 2019, on va sûrement répéter l'expérience. Oui, bien, vous avez aussi, en fait, un programme d'aide pour ceux qui voudraient s'installer. Oui, mais on a le fonds d'implantation et de fait aussi en 2018, j'ai procédé d'ailleurs à la révision de la politique d'investissement du fonds d'implantation. C'est un bel incitatif. Mais évidemment, c'est pas bar ouvert, comme on dit. Hein. Les entreprises doivent être admissibles comme telles. Et c'est de beaux avantages. C'est de beaux avantages parce que ça permet à l'entreprise de devoir construire un bâtiment selon ses besoins spécifiques, d'en être le locataire pendant 5 ans, période au terme de laquelle elle s'en porte acquéreur. Alors, pendant les 5 premières années, ça permet de garder leur argent pour leur fonds de roulement, pour leurs équipements. Alors ça, c'est très avantageux. Il y a un crédit de taxe aussi qui est associé à ça. Même un crédit de remboursement aussi au niveau du capital qui est remboursé sur le prêt que nous, on contracte pendant cette période-là. Alors, il y a une somme d'avantages très importante, mais on le réserve de fait quand même pour des projets qui sont très, très pertinents pour le développement du parc industriel. Pour les entreprises qui sont actuellement là ou en construction, est-ce qu'ils ont utilisé ce programme-là ou combien ont utilisé? Sur les 5 implantations en cours, seulement un, c'est Charpente-Montmorency qui en a bénéficié. Et l'année 2019 s'annonce très, très bien au niveau des projets. Déjà, moi, au niveau de la vente de terrain, j'en ai pour 200 000 pieds carrés déjà à travers 3 prospects qui sont très, très, très sérieux. Alors, ça promet. Évidemment, tant que c'est pas signé, mais ça annonce déjà très, très bien. Et ce qui est important pour nous aussi, au niveau de 2019, il y a bien sûr le projet d'incubateur industriel. Vous en avez déjà entendu parler. Oui. Alors, 2019 va être une année très importante pour la réalisation. Il nous reste quelques détails à attacher au niveau des partenariats, au niveau financier, mais 2019, définitivement, va voir naître l'incubateur industriel à Saint-Raymond. Rappelez-nous justement la mission ou les objectifs de l'incubateur. L'objectif de l'incubateur, c'est de permettre à des jeunes entreprises en démarrage, ça peut être des entreprises existantes aussi, qui ont besoin d'un espace où ils peuvent grandir. Les espaces sont subdivisibles, peuvent être agrandis ou diminués au besoin. Et c'est surtout, je dirais, la notion d'incubateur, c'est celle de cette entreprise-là qui bénéficie de services d'encadrement, que ce soit au niveau du marketing, ça peut être au niveau financier, etc. C'est des espaces de coworking où les entrepreneurs entre eux peuvent enrichir leur vie entrepreneuriale. Alors, c'est beaucoup plus qu'un bâtiment. C'est une dynamique très, très particulière. Alors, les incubateurs, la période de vie à l'intérieur d'un incubateur, habituellement, c'est de 5 ans, période au terme de laquelle l'entreprise doit par la suite voler de ses propres ailes.
Mais c'est reconnu à travers le monde que les incubateurs permettent un taux de réussite après 5 ans des entreprises qui est fort intéressant. Et ce bâtiment-là devrait être construit pour l'été, j'imagine? Oui, bon, on souhaite que ça s'amorce dès l'été prochain là, pour être opérationnel là, à la fin de l'automne. Parce que la Ville aussi entreprendra des travaux importants à aqueduc et d'égout, je pense, aussi dans le parc cette année. Pour l'automne 2019, vous avez raison, effectivement. Monsieur le maire a travaillé très fort là-dessus. C'est très important. C'est important d'avoir à la fois des terrains qui vont être desservis au niveau du réseau d'égout, puis d'autres qui sont non desservis. Alors, dépendamment des entreprises qui viennent s'implanter, le besoin est là ou il n'y est pas, et on ne veut pas les faire payer pour un service qu'ils n'ont pas besoin parfois. C'est sûr. Mais pour certaines entreprises, c'est un must, comme on dit. 30 secondes pour ajouter d'autres choses? Je voudrais parler beaucoup du comité industriel parce que oui, Richard Saint-Pierre, commissaire industriel, a joué un rôle important là-dedans, mais j'ai un comité industriel, on se réunit une fois par mois. Il participe M. le maire, Daniel Dion, M. Fernand Lirette, conseiller municipal, un ex-commissaire industriel, Régent Plamondon qui est en affaires. Donc, tous des gens qui sont en affaires ou qui l'ont été en affaires, qui ont une vision entrepreneuriale. Puis je vais vous dire, là, lorsqu'on se réunit, c'est pas pour pelleter des nuages. Alors, c'est très pratique et on se donne des bonnes orientations. Et moi, je les remercie. Je félicite beaucoup la vision que ces gens-là peuvent avoir et qu'on a des forces complémentaires, puis ça permet d'atteindre des beaux résultats. Bon, on vous souhaite une excellente année 2019. Merci beaucoup, M. Beausoleil. Alors, Richard Saint-Pierre, commissaire industriel à la Corporation de développement de Saint-Raymond. Les membres du nouveau conseil d'administration de la Fondation d'aide aux sports amateurs de Portneuf, la FASAP, et son nouveau président depuis juin 2018, Sylvain Germain, ont annoncé cette semaine que la MRC de Portneuf a accepté d'encourager la FASAP avec un montant de 25 000 $ pour l'année 2019, soulignant ainsi les 25 ans de l'organisation. Les caisses des jardins de la région de Portneuf investissent 5 000 $ pour devenir le partenaire officiel des activités de la FASAP. Écoutons une vidéo qui circule actuellement sur le web annonçant ce partenariat entre la FASAP, la MRC de Portneuf et les caisses Desjardins de Portneuf. Bonjour tout le monde! Écoutez, mon nom est Sylvain Germain, président de la Fondation d'aide aux sports amateurs de Portneuf, communément appelée la FASAP. Écoutez, aujourd'hui, c'est une grande journée pour la FASAP. Je vous avais dit à la fin 2018 qu'on allait se revoir en début d'année. Eh bien là, on est 22 janvier 2019. Il fait moins 32 à l'extérieur. Il fait froid à l'extérieur, mais il fait très chaud dans nos cœurs parce que on a des grandes nouvelles à vous annoncer. Ah ben! Bonjour, M. Germain, comment ça va? Comment ça va? Ça va très bien. Ben, on court ce matin. On court ensemble pour une bonne cause. Alors, chers Portneuvois, je vous souhaite d'abord et avant tout une bonne année 2019. Oui, la MRC de Portneuf est très heureux aujourd'hui de renouveler un engagement fort et majeur envers la FASAP, un montant de 25 000 $ qui a été prévu dans le budget pour permettre évidemment à la Fondation de continuer sa mission. Et je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble des administrateurs de la FASAP, actuels et passés, et évidemment de souhaiter la meilleure des chances à Sylvain comme nouveau président avec les membres de son conseil d'administration pour accomplir de grandes choses cette année et pour les années suivantes. Excellente nouvelle, merci Monsieur le Préfet. Là, je vois, on a un autre brave coureur ce matin. Monsieur François Mercier. Salut la gang, ça va bien? Ça va bien, toi? Ouais, très bien, représentant des caisses Desjardins de la région de Portneuf. François, quel nouveau l'honneur ce matin? Ben, je faisais ma petite sortie quotidienne, donc j'arrive de Fossambeau, puis je me suis dit, je vais me rendre à Cap-Santé, sûrement je vais rencontrer des athlètes. C'est que ça me donne une occasion de souligner, ni moins encore une fois, l'apport de Desjardins à la Fondation d'aide aux sports amateurs de Portneuf. Au nom des 50 000 membres de Desjardins, on est encore présent cette année pour une contribution de 5 000 $. Et on est bien content d'encore être la nouvelle gang de la FASAP. Une autre excellente nouvelle le matin. Cool, je vous l'avais dit, c'était le 22 janvier 2019, une journée historique pour la Fondation d'aide aux sports amateurs. Les gars, je suis vraiment content. C'est une très grande nouvelle qu'on va partager sur les réseaux sociaux. On va partager avec plaisir parce que ceux qui sont contents, évidemment, les administrateurs de la FASAP, vous en remercie énormément. Mais c'est nos futurs boursiers, nos athlètes portneuvois, portneuvoises. Vous allez voir que très bientôt, les nouveaux critères d'admissibilité vont être en ligne. Vous allez apprendre des détails sur la façon de déposer vos demandes. Et les gars, là, il fait moins 32, on a bravé le froid.
On va-tu annoncer ça en conférence de presse à l'intérieur? Oui, la MRC va vous offrir un bon café, M. Germain, M. Mercier. Merci beaucoup. Alors, chers boursiers, bonne année. Oui, merci à tout le monde. La première activité de financement de la FASAP sera un souper bénéfice le jeudi 9 mai 2019 au Centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond au coût de 110 $. 200 personnes sont attendues. L'athlète raymondois au football, Andy Genois, qui évolue actuellement au sein du Rouge et Or de l'Université Laval, a accepté la présidence d'honneur de l'événement. Les gens de la FASAP souhaiteraient emprunter la Coupe Vanier le temps du souper, acquise par le Rouge et Or en novembre dernier. La remise des bourses aux athlètes portnevois se tiendra dans l'ouest de Portneuf, quelque part en octobre 2019. Quelques modifications, comme on le disait tantôt, sont apportées aux règles pour l'obtention d'une bourse et seront annoncées sous peu. Le comité d'accueil des réfugiés syriens à Saint-Raymond se sont réunis vendredi soir dernier et 6 nouvelles personnes se sont greffées à l'organisation qui en comptait une dizaine. D'autres pourraient s'ajouter sous peu. Tous les besoins sont maintenant comblés et le comité se dit prêt à accueillir la famille Oufane, mais la date n'est pas encore connue. Le club de ski Saint-Raymond peut maintenant compter sur un chronomètre spécialement conçu pour calculer le temps des descentes lors des compétitions de ski et de planche à neige qui se tiennent au centre de ski Saint-Raymond. Les organisateurs devaient chronométrer les descentes manuellement auparavant, une manœuvre qui pouvait comporter certaines imprécisions et erreurs. La Caisse populaire des jardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, via son fonds d'aide au développement, a accepté d'investir les 5 000 $ nécessaires pour l'acquisition du système de chronométrage électronique équipé d'un faisceau infrarouge. On a profité de la première compétition de la saison, commanditée par la Caisse Saint-Raymond-Sainte-Catherine, pour utiliser le nouvel appareil et annoncer officiellement son acquisition. Le club de ski Saint-Raymond est en opération depuis 5 ans sous l'initiative de Jimmy Pelletier et compte cette saison près de 80 membres supervisés par 6 entraîneurs et 3 aides moniteurs. À chaque saison, la station de ski propose 4 compétitions, dont 3 sont organisées par le club de ski. Un programme de 8 semaines a été élaboré pour perfectionner les techniques de ski, dont les tracés pour l'utilisation des modules de parc à neige. Le député de Portneuf à l'Assemblée nationale, Vincent Caron, et son équipe ont inauguré officiellement le bureau de circonscription à Saint-Raymond le jeudi soir, 17 janvier dernier. Les locaux sont situés au 118 rue Saint-Pierre, anciennement la clinique vétérinaire. Une soixantaine de personnes élues, représentants d'organismes et amis, ont répondu à l'invitation. Vincent Caron a aussi présenté les membres de son équipe, composée de Philippe Plante, attaché politique et directeur de bureau, Gilles Papillon, attaché politique, et France Lapointe, adjointe administrative. M. Caron a fait part de ses vœux et de ses priorités pour 2019, pénurie de main-d'œuvre, santé, accès à Internet haute vitesse, éducation, tourisme, infrastructure routière et municipale, sécurité publique, environnement, en plus de la vie associative, culturelle et communautaire. En soins de santé, l'accès à un médecin de famille demeure une priorité. Un deuxième groupe de médecine familiale dans Portneuf n'est pas écarté. Écoutons M. Caron. On va avoir une rencontre prochainement avec le GMF pour évaluer toutes les pistes. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un second GMF? En tout cas, il y a beaucoup de choses à explorer avec eux pour améliorer l'accessibilité à un médecin de famille et pouvoir permettre à tout le monde de rencontrer un médecin de famille quand il y a besoin de rencontrer un. M. Caron est toujours passionné par ses fonctions de député et souhaite une bonne année 2019 à toute la population. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année. Moi, je résumerai tout ça par humilité, travail, responsabilité et espérance. C'est les 4 mots avec lesquels je souhaite que nous puissions ouvrir ensemble cette belle année 2019. Et puis, écoutez, c'est toujours un plaisir de vous voir, de vous accueillir.
Un bureau satellite à Donnacona est disponible à l'équipe du député depuis ce mercredi 23 janvier pour rencontrer des citoyens. Il est situé au 315 rue de l'Église, dans la maisonnette de Place Donnacona qui abrite ses bureaux administratifs. On vise à offrir au moins une présence par semaine et s'ajuster en fonction des besoins des citoyens durant la semaine ou même la fin de semaine. M. Caron entend mettre sur pied ce qu'il appelle des réunions de quartier dans les municipalités qui sont éloignées de ses bureaux, dans l'Ouest particulièrement. Soulignons que les travaux à l'Assemblée nationale reprendront le mardi 5 février prochain. La 16e édition de la course de la banquise Portneuf, la première du circuit provincial, aura obligé les canotiers à user de stratégie et de force pour contrer les réactions d'un froid glacial sur le fleuve et les spectateurs à bien s'adapter pour apprécier le spectacle. D'ailleurs, les quelques 250 canotiers ont offert le spectacle attendu. L'équipe de PMT Roy est arrivée première dans la catégorie élite masculine et le groupe Voyage Québec a remporté la catégorie élite féminine. Québecor TVA Sport s'est mérité la première place de la catégorie compétition et Québec Original dans la catégorie sport. Le circuit québécois de canot à glace compte 7 courses, dont la prochaine se déroulera à Rimouski le samedi 2 février prochain. Cette année, les spectateurs et les canotiers, de même que toute la population, pouvaient, en marge de la course, s'imprégner du premier festival de la banquise qui offrait des activités familiales autour du thème du canot à glace. On peut comprendre que le froid du week-end et la tempête du dimanche ont joué sur l'achalandage des lieux. L'activité des films pour enfants le dimanche matin à la bibliothèque n'a pas eu lieu, faute de personnes, et la table ronde de l'après-midi sur l'histoire et l'évolution du canot à glace avec des spécialistes n'aura pas attiré le nombre de personnes espérées. Mais par contre, un compte-rendu sera rédigé et rendu public par l'organisation du festival et la MRC de Portneuf. Les activités en marge de la course de canot le samedi ont été très appréciées par les visiteurs, selon l'agente de développement culturel à la MRC de Portneuf, Eliane Trottier. En fait, il y a beaucoup de gens qui semblent avoir apprécié l'animation sur le site là, en marge de la course en tant que telle. Là. Par exemple, les activités qui étaient présentées dans l'igloo, on s'en est fait parler. Aussi l'exposition de photos sur le site là, qui avait été inaugurée la veille. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été contents de ça. Là. Au fond, là, les activités qui permettaient de vivre une expérience en complément de la course elle-même, je pense que ça fait partie des succès. Les canotiers moniteurs et leurs élèves ont bravé le temps dimanche matin et vécu la première initiation de groupe organisée au sport extrême de canot à glace. Mais les gens étaient tellement motivés à faire cette activité-là, qui est très rare, qu'ils ne voulaient pas qu'on annule. Puis la majorité des gens se sont présentés. Les canotiers qui étaient formateurs étaient extrêmement motivés à donner l'activité. On l'a adapté là, aux conditions météo, bien sûr, pour que ça demeure sécuritaire, puis aussi que les gens en tirent du plaisir, là, même s'il faisait froid puis que c'était très venteux. Mais ça a été un succès. On s'en est fait reparler, puis les gens, je pense que ça répondait à une demande là, de faire ça. Les dirigeants de la course de la banquise, du festival de la banquise et de la ville de Portneuf se réuniront sous peu pour faire le bilan et voir les possibilités de l'an 2 du concept reliant le sport et la culture du canot à glace. Les sorties culturelles après la pause. Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf, qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Bonsoir, voici les événements culturels à venir au cours des prochains jours.
L'édition 2019 de la finale locale de secondaire en spectacle va se tenir ce vendredi, le 25 janvier, de 19h à 21h à l'auditorium de l'école secondaire Louis-Jobin. Le spectacle va regrouper les meilleurs numéros des étudiants de l'école de Saint-Raymond qui ont une passion quelconque pour les arts de la scène. Alors, c'est une belle façon d'aller encourager la relève des jeunes artistes de chez nous. Les billets sont en prévente actuellement au coût de 9 $ en téléphonant au 418 337 67 21 au poste 5217. Ils seront aussi disponibles à la porte le soir même au coût de 10 $. Il y aura un jury sur place et il choisira les 2 meilleurs numéros de la soirée et ces derniers vont représenter l'école Louis-Jobin dans le cadre de la finale régionale. Ça va se tenir en avril à la salle Sylvain Lelièvre du cégep Limoilou. Le cinéma Alouette vous propose 2 films pour les prochains jours. D'abord, la comédie musicale Le Retour de Mary Poppins. C'est en fait une version moderne et actuelle de l'histoire de Mary Poppins. Donc, les personnages sont devenus des adultes. La nounou viendra mettre un peu de joie dans la vie de la famille Banks. Jeu d'évasion vous sera aussi présenté. C'est un film de suspense qui s'adresse aux 13 ans et plus. C'est l'histoire de 6 personnes qui se retrouvent dans une situation incontrôlable où seule leur intelligence leur permettra de survivre. La pièce de théâtre Ténor recherché sera présentée de nouveau ce vendredi et samedi, les 25 et 26 janvier, au Centre multifonctionnel Roland-Dion. C'est une pièce qui est proposée par le Théâtre des Lions de Saint-Raymond. Elle est de l'auteur américain Ken Ludwig, traduite par Benoît Brière et mise en scène par Marjolaine Bédard. Les profits iront aux œuvres caritatives du Club Lyon comme par les années passées. Les billets sont disponibles à la billetterie de la pharmacie Uniprix Picard et Simard pour ces représentations qui débutent à 20h. Le Centre multifonctionnel de Saint-Raymond accueillera 2 grands spectacles prochainement. C'est le groupe Les Deux Frères le 6 avril et puis l'humoriste Julien Lacroix le 30 mai qui monteront sur la scène. Les Deux Frères, c'est un duo qui est composé des frères Éric et Sonny Cahouette qui ont vendu à 115 000 exemplaires leur premier album en 2015. En 2017, Deux Frères a sorti un 2e album qui s'appelle La Route. On y retrouve notamment les succès Au Sommet, Léo Gagné et Comme avant. C'est comme avant, comme avant, comme avant. On veut que le temps, que le vent soit bon. Oh oui, comme avant, comme avant, comme avant. On a ça dans le sang. Il y a des milles à l'horizon. Julien Lacroix sera quant à lui à Saint-Raymond le 6 avril. L'humoriste s'est fait connaître lorsqu'il a remporté 3 statuettes au Gala des Oliviers. C'est en 2017. Il est à la fois naïf, charmant, attachant, à l'humour grinçant, noir et satirique. Et un petit mot aussi pour vous dire que le spectacle Sur le gros vin qui sera présenté par le duo humoristique Les Grandes Crues est complet pour le 16 février. Les billets qui étaient en vente un peu avant Noël, donc c'est parti assez rapidement. Depuis lundi dernier, vous êtes invité à visiter l'exposition Paysages affectifs du peintre Étienne Gabriel Rousseau dans la verrière de l'espace des jardins au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond. Étienne Gabriel Rousseau est étudiant à la maîtrise en arts visuels et médiatiques à l'Université Laval et puis sa démarche de création s'inspire entre autres du peintre Georges Braque. L'exposition est ouverte gratuitement au public du lundi au jeudi de 9h à 16h et puis le vendredi de 9h à 13h. L'expo sera en place jusqu'au 20 février. Alors voilà, c'est complet. Sur ce, bonne sortie culturelle. La 29e semaine nationale de prévention du suicide se déroulera du 3 au 9 février prochain et aura pour thème « Parler du suicide sauve des vies ». Différentes activités de sensibilisation sont prévues un peu partout au Québec et l'Association québécoise de prévention du suicide vise tous les groupes de la population par la campagne. Une attention particulière sera toutefois portée aux travailleurs de certains milieux où la force et l'invulnérabilité sont valorisés. Dans Portneuf, rappelons que l'organisme d'aide en santé mentale L'Arc-en-Ciel offre différents services, dont le Centre de prévention du suicide avec une écoute téléphonique 24 heures par jour, 7 jours semaine. Le vendredi soir, 1er février prochain, des chanteurs et chanteuses s'offriront en spectacle bénévolement pour ramasser des fonds à l'organisme L'Arc-en-Ciel. Et pour nous en parler, nous accueillons en studio une ex de CJSR, Karine Saint-Arnaud. Bonsoir, Karine. Bonsoir, Michel.
merci de prendre le temps de venir nous voir en studio. Bien, ça fait plaisir, vous me manquez, donc c'est un plaisir d'être ici pour parler surtout de ce spectacle bénéfice-là. Oui. Bien, exactement. C'est un concept, en fait, qui existe depuis quelques années déjà. C'est un concept qui a été mis en place par Chantal Thiboutot. Donc, Chantal, qui est une chanteuse qui s'amuse avec le chant tout simplement dans Portneuf depuis quelques années et qui a décidé de profiter de cette passion-là pour justement faire profiter des organisations dans Portneuf. Donc, chaque année, elle avait une cause différente, mais depuis 2 ans, c'est vraiment à l'Arc-en-Ciel que vont les profits là, de ces soirées bénéfices-là. Et moi, c'est ma 2e année là, à titre de collaboratrice, si on veut, là, à ce magnifique projet. Oui, donc vous êtes plusieurs chanteurs et chanteuses et musiciens? Oui, en fait, chanteurs, chanteuses, musiciens, on parle d'une vingtaine quand même de participants. Donc, ça va de 11 ans à un peu plus âgés. Là, on en a vraiment de tous les âges. Donc, c'est ça, des musiciens... On s'est rencontrés via Chantal, donc Chantal qui a fait des liens avec différentes personnes. On s'est regroupés et puis on a des pratiques depuis l'automne dernier, donc pour vraiment mettre en place ce spectacle-là. Je dois souligner quand même que la direction générale est assurée par Nicolas Métivier, dont la réputation évidemment n'est plus à faire dans Portneuf, de même que de Kevin Montembeault. Donc ce sont les 2 personnes là, qui nous ont vraiment pris sous leur aile, si on veut, là, pour vraiment la réalisation là, de la direction musicale. Qu'est-ce que vous allez offrir justement aux... Bien, la thématique, à chaque année, on s'offre des thématiques différentes. L'année dernière, c'était plus l'amour, donc sous toutes ces formes qui étaient offertes comme thématique de chanson. Cette année, comme le concert va se dérouler du côté de l'École de musique Denis Arcand, on veut en même temps que ça soit accessible à tout le monde, donc autant les plus jeunes que les plus âgés. C'est vraiment sous la forme de musique de film que vont être les prestations, si on veut, de tous ces musiciens-là. Donc, ça va de Elvis à ABBA, en passant par des extraits de Ghost, donc bon, Fantôme d'amour en français. Alors vraiment assez varié pour tous les publics, donc tout le monde va s'y retrouver. On est convaincus, on touche vraiment tout les degrés d'âge. On parle de près de 25 quand même chansons qui vont être interprétées, donc on a des chansons qui sont simplement musicales, on en a en français, on en a en anglais, donc chaque fois les groupes modulent, donc il y a des musiciens qui sont sur scène pour une chanson, d'autres qui reviennent pour toutes les chansons. Moi personnellement, je suis là pour faire l'animation. Principalement. J'en fais une seulement, mais sinon je suis vraiment là pour faire l'animation puis motiver les troupes là, pour le bon déroulement de la soirée. Là. Oui, c'est une soirée bénéfice. Où vous en êtes justement dans la vente de billets jusqu'à maintenant? Bien, on est quand même très contents. Jusqu'à maintenant, on a une 60aine de billets de vendus sur une possibilité de 80. Donc le spectacle qui va se dérouler du côté du théâtre Élise Paré, donc de l'École de musique Denis Arcand. C'est dans l'école, au 2e étage. Donc il y a une capacité de 80 places. Je dirais que tout le monde vend les billets. Puis là, ça, c'est les dernières nouvelles que j'ai eues, c'est qu'il en reste à peu près une vingtaine. Donc, on ne sait pas encore s'il va en rester le soir même à la porte. Tant mieux s'il en reste. Mais sinon, les gens peuvent vraiment appeler directement à l'École de musique ou encore contacter les gens qui participent en fait à la soirée bénéfice. Donc, un des chanteurs ou des musiciens là, qui prennent part à l'événement. Donc, tout le monde a des billets en sa possession là, pour au coût de 10 $. Au coût de 10 $. Donc, c'est vraiment une petite contribution, c'est juste pour dire qu'on ramasse des fonds justement pour l'Arc-en-Ciel. On a la chance d'avoir pu compter justement sur le soutien de l'École de musique Denis Arcand, donc qui nous font le prêt de la salle, qui nous ont prêté aussi les locaux pour les pratiques. Ça a l'air de rien, mais ça nous enlève quand même des bons coûts. Donc, ce qui permet d'avoir plus de profit pour l'organisation qui est l'Arc-en-Ciel. Et on a aussi le député Vincent Caron qui a contribué, donc qui nous a aidés, soutenus pour la réalisation de ce projet-là. Donc oui, qui est réalisé quand même bénévolement là, par tous les chanteurs, musiciens là, du projet. Ça, c'est donc le vendredi 1er? 1er février, 19h30. À 19h, ça commence à 19h30? 19h30. On invite évidemment les gens à se présenter vers 19h. Question d'avoir des bonnes places aussi dans la salle et peut-être voir s'il reste des billets. Mais sinon, comme je mentionnais, là, vraiment via l'École de musique ou encore via je sais que l'événement circule aussi sur Facebook. Donc, si vous tapez soirée bénéfice, profit Arc-en-Ciel, vous allez tomber sur la page de l'événement et vous allez pouvoir entrer en contact avec nous, là, question qu'on puisse vous remettre des billets. Pourquoi l'Arc-en-Ciel? Pourquoi la santé mentale?
Bien, c'est sûr que c'est la santé mentale, en fait, ça rejoint, on est tous rejoints quelque part par ce sujet-là. Oui. Moi, j'ai été touchée de très près par un problème de santé mentale, donc par quelqu'un très, très près de moi. On se rend compte que c'est encore très tabou. Il faut briser les barrières, il faut en parler. C'est sûr que là, c'est une soirée pour avoir du plaisir, ben oui. Sauf qu'on veut quand même... inciter les gens à prendre conscience que c'est une problématique qui existe, la santé mentale. Et quand on a besoin d'aide, on le demande. Bien, il faut le demander. Des fois, on n'ose pas. C'est ça. La ligne est mince, mais il faut le demander, il faut oser. Donc, si au courant de la soirée, on fait prendre conscience à 1, 2, 3 personnes qui se posent un peu des questions, mais d'oser appeler, oser demander de l'aide, que ce soit à l'Arc-en-Ciel, que ce soit à l'Association de prévention du suicide, que ce soit un ami, un voisin, un parent. C'est très, très important. Karine Saint-Arnaud, merci. Alors, rendez-vous les gens 1er février, 19h30. Alors, ça complète InfoCJSR pour cette semaine. Merci à Stéphane et Philippe à la régie et au montage, et Tony à la caméra terrain et au montage. Merci à Lucie à l'accueil des invités en studio. Merci de nous suivre à chaque semaine via la télévision et sur le web. On se laisse avec des images d'un journaliste photographe tout équipé qui s'est retrouvé dans l'eau glacée du fleuve samedi dernier à la marina du quai de Portneuf dans sa tentative de prendre le meilleur cliché possible des canotiers à l'œuvre. La glace a cédé sous ses pieds et il a été prisonnier des glaces durant une dizaine de minutes. Ses appareils autour de lui rendaient difficiles ses manœuvres pour sortir de l'eau. Un pompier bouée à la main est venu à sa rescousse. Le photographe d'expérience en tire sans engelure ni hypothermie, mais sans doute avec une perte d'équipement importante. Alors, bonne semaine!